Question importante ce matin, jusqu'où ira la solidarité de Xi Jinping, le numéro 1 chinois, à l'égard de son homologue russe, Poutine? La visite de 3 jours de Xi Jinping à Moscou est très attendue. Elle était très attendue, elle était fictive depuis hier. Pourquoi? Les deux hommes se sont déjà parlé hier presque 5 heures et ça va continuer aujourd'hui. On va essayer de voir les conséquences de cette visite avec nos invités. Ludmila Totieva, consultante ukrainienne en politique publique. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes arrivée en France en 2015. Vous êtes originaire du Donbass, de la ville de Louhansk. Ce sujet, on va reparler tout à l'heure de la visite de Poutine à Mariupol. De nuit, une visite nocturne qui n'était pas attendue, avec sans doute des habitants triés sur le volet. Oui, mais le renseignement ukrainien militaire, il a dit qu'ils n'ont pas vu Poutine venir. C'est peut-être même pas Poutine même qui est venu. Ouais. Vous pensez que c'est un sosie? Oui. Je pense qu'il y avait on est très sur la réserve, sur cette théorie des sosies. Il peut être venu à Mariupol. Peut-être, oui. Et sans doute, mais de nuit, évidemment, dans une scénarisation très étonnante. À quelques heures après que la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre Poutine. Vous en avez parlé d'ailleurs avec Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères. Bonjour François Clémenceau, dans une interview parue dimanche dans le JDD. On en parlera parce que Wanted Poutine, on pourrait dire maintenant, c'est un homme recherché. Oui, en sachant en même temps, et tout le monde le sait, que le fait que la Russie ne soit pas membre de la CPI, ni les États-Unis, ni l'Ukraine d'ailleurs, le fait qu'il est pratiquement impossible pour lui de se faire arrêter en dehors évidemment de voyages dans des pays qui sont membres de la Cour pénale internationale et qui respecteraient ce mandat d'arrêt, les chances de le voir arrêté sont minces. Mais c'est vrai que c'est un poids extrêmement symbolique parce que ça veut dire que la justice internationale, elle est en marche. On verra tout à l'heure avec Narcisse Hadji quels sont ces pays où il ne peut pas mettre un pied, normalement, sans aujourd'hui être en situation d'être arrêté. Quand même, l'officialisation de son statut de paria au regard du droit international. Bonjour Catherine Gentil de Cancode, éditorialiste internationale LCI et du Temps de l'Info le mardi matin. Et bien sûr le général de Bavinkov, ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN, commandant des forces françaises en Afghanistan de 2011 à 2013. Et donc, regardez ces images qui datent d'hier soir, lorsque le Vladimir Poutine reçoit ou raccompagne son hôte de nuit après une très très longue conversation. Et regardez le petit geste, regardez le geste du président russe qui dit au revoir, comme ça, très gentiment, très chaleureusement. Il raccompagne son hôte qui reste, ils vont se revoir là aujourd'hui, d'ailleurs c'est déjà le cas en ce moment. Mais quelle déférence, quel soin. Voilà, c'est un ami, d'ailleurs il l'a dit, c'est un de mes très bons amis que je reçois aujourd'hui. Oui, et d'ailleurs le président chinois a déjà invité Vladimir Poutine à venir cette année en Chine. C'est évident que les rôles sont complètement inversés. Avant c'était la Russie qui dominait un peu la Chine, maintenant c'est évidemment la Chine dont la Russie a un besoin de plus en plus criant. Donc il est évident que Vladimir Poutine fera tout pour avoir de bonnes relations avec le président chinois au fur et à mesure que son espace, effectivement, en plus se réduit parce qu'en effet, maintenant, il y a beaucoup de pays dans lesquels il ne pourra plus aller. Et puis, on pense qu'aujourd'hui, au-delà de cet accord politique avec la Chine, on s'en souvient qui a présenté son plan de paix en 12 points, enfin, qui fait on va en parler tout à l'heure, ça, oui. Venir à l'appui de la Russie. Aujourd'hui, les deux pays devraient signer des accords économiques et commerciaux très importants. Et on sait que pour la Russie soumise aux sanctions occidentales, c'est aussi fondamental. C'est absolument vital. Donc, tout ça fait qu'effectivement, Vladimir Poutine et son homologue chinois doivent avoir de très bonnes relations. On rejoint tout de suite, sur la place rouge, Jérôme Garraud, qui est l'envoyé spécial à Moscou de TF1 et LCI. Jérôme Garraud, donc cette visite se poursuit aujourd'hui avec un programme chargé entre les deux hommes. Oui, nous nous trouvons sur la place rouge qui est toujours ouverte au public et un petit peu plus loin, juste ici, vous avez le Kremlin. Derrière ces murailles, le président russe Vladimir Poutine est toujours en train de s'entretenir avec le président Xi Jinping. Ils discutent de la guerre en Ukraine bien sûr, mais aussi de commerce, de gaz, de pétrole.
C'est une visite d'État, ce qui veut dire que c'est le niveau le plus haut dans le protocole diplomatique russe. 3 jours de visite, c'est beaucoup. Il y a 2 séries de pourparlers, des échanges de cadeaux, etc. On a assez peu d'informations sur le programme horaire. On sait seulement que cet après-midi, en fin d'après-midi à Moscou, vers 16h-17h heure française, il y aura une déclaration à la presse. Alors on voulait être présent pour TF1 et pour LCI, ce ne sera pas possible. Seuls les journalistes russes et chinois sont acceptés. Et puis ce soir, il y aura un dîner d'État toujours au Kremlin, dans un palais qui s'appelle le Palais à facettes, qui est de taille relativement modeste. Et à ce dîner seront présents des chefs d'entreprise et des patrons russes. Vous voyez que pendant ce voyage, on est aussi là pour parler affaires. Merci beaucoup, Jérôme Garraud, certainement. Donc, seuls les journalistes chinois et russes pourront assister à la conférence de presse. Une conception évidemment curieuse, mais peut-être pas étonnante de la liberté de la presse et de la liberté d'informer. Ils se connaissent bien. Est-ce qu'on pourrait dire qu'ils se connaissent très bien, ces 2 hommes? Oui, très très bien. Ça fait presque, je crois, une quarantaine de fois qu'ils se voient. L'un est au pouvoir depuis 2000, l'autre depuis 2012. Autrement dit, et ils se voient régulièrement, pas seulement dans ce cadre-là bilatéral, mais ils se voient aussi beaucoup dans les cadres multilatéraux lorsqu'ils y viennent. Aux Nations Unies, c'est rare pour Xi Jinping, mais en revanche au G20, c'était assez fréquent. Et ils ont aussi ce genre d'organisation, d'organismes régionaux, où ils se retrouvent, comme l'organisation de la coopération et de la sécurité, qui regroupe à la fois des pays de la sphère russe et des pays de la sphère chinoise qui se retrouvent. C'est des pays d'Asie centrale, en fait, en quelque sorte, et qui ont l'habitude de se retrouver, de faire aussi des partenariats économiques et puis des manœuvres militaires en commun. Donc ils ont plein de petites passerelles et de ponts comme ça. Mais Catherine l'a dit, c'est véritablement une alliance, j'allais dire, d'intérêts très profonds qui les lie tous les deux. Parce que, aujourd'hui, la Russie, sans la Chine, ne tomberait d'elle-même, parce qu'elle n'aurait pas les reins suffisamment solides sur le plan économique et stratégique. Et la Chine, sans la Russie, perdrait l'un de ses arguments essentiels dans le débat multilatéral, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la nouvelle architecture de sécurité, la sécurité indivisible. C'est le grand concept à la mode qui veut dire qu'on ne change rien, la stabilité avant tout, et on n'ira pas remettre en cause quoi que ce soit, les sphères d'influence. Est-ce que vous diriez que la relation est équilibrée? Ou est-ce qu'il y a quand même un rapport dominant-dominé? Elle est déséquilibrée. Avant, Poutine était le plus puissant d'une certaine façon, maintenant c'est Xi Jinping ou pas? Elle est déséquilibrée. Elle est déséquilibrée. Et Poutine est dans une forme d'allégeance à Xi Jinping. Il ne peut rien faire sans lui. Ou alors ce serait extrêmement difficile et ça l'obligerait à faire des compromis, ce que pour l'instant il n'est pas prêt du tout à faire. Et les deux se retrouvent encore une fois sur ce concept de zone d'influence. C'est ça le plus important. C'est l'une des raisons pour lesquelles sur la guerre en Ukraine, ils sont d'accord, pas tellement sur le respect des normes internationales, on n'a pas le droit d'envahir son voisin, mais sur le fait que à partir du moment où on a une zone d'influence, personne ne doit y toucher, sauf nous, parce que ce sont nos zones. Et ça vaut autant pour Taïwan que pour l'Ukraine. Alors, écoutez ce que dit John Kirby. Il dit ce que vous dites. En gros, pour lui, John Kirby, c'est le porte-parole du Conseil de sécurité américain. Et il dit que pour Poutine, Xi Jinping, c'est une bouée de sauvetage. Le président Poutine voit dans le président Xi une sorte de bouée de sauvetage pour une guerre qu'il mène et qui n'a manifestement pas pris la direction qu'il souhaitait, avec son armée qui échoue sur le champ de bataille. Il s'agit donc plus d'un mariage de convenance que d'affection. Donc voilà, ce que dit en fait John Kirby, que vous connaissez, je crois, personnellement, général Babinkov, c'est qu'il ne faut pas être dupe de ce qui se passe, évidemment. Il ne faut pas être dupe de cette relation. C'est une relation d'intérêt anti-occidental, clairement. Oui, je partage ce qui vient d'être dit par Catherine et par François. Nous avons face à nous avons des images qui sont assez incroyables parce que c'est vraiment les images de la puissance impériale, calme. D'ailleurs, elle est très calme, la puissance impériale, parce qu'elle est tellement puissante, elle est tellement importante. Les choses ont tellement changé dans la relation avec la Russie. Il faut se souvenir qu'il y a 30 ou 40 ans, la relation était totalement inversée. Du temps de Brejnev et même certainement du début de Gorbatchev, les relations sont totalement différentes entre la Chine et la Russie. Et là, la bascule s'est faite. Et donc, la Chine véritablement incarne cette puissance impériale et incarne la sagesse et les conseils qu'elle peut promulguer auprès de l'allié
appelons-le l'allié, quoique ce terme me semble pas tout à fait exact. Mais je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que d'emblée, la puissance impériale a dit qu'elle parlerait à l'adversaire de son allié. C'est-à-dire qu'au fond, la première chose, la chose la plus importante que la Chine a annoncée, c'est qu'elle prendrait langue, elle prendrait date, et le président Xi appellerait le président Zelensky. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait considérable, qui a été annoncé au moment où était... Alors ça s'est pas produit encore. Effectivement, ça devait être collé plus ou moins à cette visite. Vous pensez que ce sera après? C'était sous la forme d'un... C'était en visio ou au téléphone, effectivement. Et il se posait là en médiateur. Oui, mais qu'est-ce que les Ukrainiens peuvent attendre de cette visite? Est-ce qu'ils la redoutent? Est-ce que, vu de Kiev, c'est inquiétant de voir ce président chinois reçu en grande pompe par son partenaire stratégique, Poutine? Ce qu'on sait, c'est que effectivement la Chine, elle va être instrumentale pour aider la Russie à contourner les sanctions, pour essayer de fournir le matériel nécessaire pour que la Russie puisse continuer justement la guerre en Ukraine. Y compris des armes? Y compris des armes. Est-ce que la Chine fournit des armes déjà? Pour l'instant, il y a des preuves très conflictuelles, comme quoi il pourrait avoir des preuves que la Chine elle a voulu fournir. Je ne sais pas si c'était fait, mais on sait qu'il y a l'intention. Et l'intention aussi, elle est dans ce qui était dit par Xi, que c'est une alliance sans fin, sans limite. Et ce que nous, les Ukrainiens, pour l'instant, et le président Zelensky lui-même, étaient assez attentifs de peser ces mots, de dire on va voir ce que ça va donner. Mais pour nous, ce qui est le pire, ce qu'on s'attend plutôt, c'est que le président Xi va un peu forcer la main aux Ukrainiens et dire non, maintenant vous abandonnez vos prétentions de récupérer le terrain et en gros, vous reconnaissez le statu quo de ce qui était déjà conquis par la Russie. Et c'est ça le fameux cessez-le-feu et le plan de paix que d'ailleurs, en fait, si vous voulez, ça vient pas de Chine, enfin, dans le sens où ça juste... va dans le sens de la Russie, c'est ce que la Russie veut. Bien sûr, et d'ailleurs, Tatiana, Ludmila Totieva, on va écouter Poutine, parce qu'il approuve évidemment ce plan. On l'écoute. Vous savez également que nous sommes toujours ouverts au processus de négociation. Nous discuterons bien sûr de toutes ces questions, y compris de votre initiative, que nous traitons bien sûr avec respect. D'une manière générale, notre interaction sur la scène internationale contribue bien entendu au renforcement des principes fondamentaux de l'ordre mondial et de la multipolarité. Position juste, position équilibrée. Merci pour votre plan, Monsieur le Président. C'est ce que dit Poutine à son interlocuteur. Et c'est ce qu'on s'attend aussi en termes d'appel qui pourrait se faire entre Zelensky et Xi. Ce qui s'est passé, c'est que 3 jours Xi passe le temps à Moscou et l'appel avec Zelensky, il était pas pour l'instant mis sur l'agenda, d'après ce qu'on connaît. Alors, on ne sait pas ce qui va être fait, mais je pense que c'est plutôt cette pression qui va être mise sur les Ukrainiens en disant bah, écoutez, nous, on a quand même une proposition. Votre proposition de paix, qui est d'ailleurs la proposition ukrainienne de président Zelensky, il sera rejeté. Et dans ce cas-là, voilà, ce qu'on voit, c'est que la Russie va instrumentaliser ou un peu utiliser aussi la Chine pour forcer la main aux Ukrainiens. Et la Chine, effectivement, elle a tout l'intérêt pour qu'il y ait le cessez-le-feu. Parce qu'ils veulent faire la commerce. Le président Zelensky, il ne l'a pas repoussé d'un revers de la main. Il a dit, mais oui, moi je veux bien parler au numéro 1 chinois, c'est important. Et il avait prudent. Et puis, il imagine bien qu'effectivement, si le président chinois le contacte après ce séjour à Moscou, il aura des messages à lui transmettre. Et on verra effectivement à ce moment-là si les Chinois essaient de pousser pour laisser les territoires conquis aux Russes ou pas, ou si ça ira au-delà de ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment les Russes et les Chinois sont en train d'essayer de rebattre les cartes des rapports de force mondiaux. Parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que hier, Vladimir Poutine a dit que même si les accords sur l'exportation des céréales ukrainiennes n'étaient pas prorogés, lui continuerait à fournir l'Afrique. Gratuitement. Donc on voit bien que les Chinois et les Russes, au-delà de leur alliance, on voit l'Ukraine est soutenue par les États-Unis, la Russie est soutenue par la
la Chine. Maintenant, c'est évidemment plus que clair. Mais au-delà de cette alliance stratégique pour Pékin et Moscou, c'est aussi un regard sur le reste du monde entre l'arme des céréales, l'arme de Wagner en Afrique qui systématiquement remplace les Français quand ils quittent les pays d'Afrique francophone, etc. On voit qu'ils sont en train de mettre une stratégie sur pied qui va au-delà de l'Ukraine pour asseoir les nouvelles implantations qu'ils ont à travers la planète. Anti-occidental qui Clairement. se consolide là à Moscou. Donc ça n'est pas très rassurant pour nous. Mais il y a une guerre en Ukraine quand même au milieu de ça. Oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir que, coïncidemment, vous avez aujourd'hui à Kiev la visite du Premier ministre japonais. C'est un Asiatique. Monsieur Tishiba. Il connaît très bien la Chine et il la redoute. Pourquoi? Mais parce qu'il est en train de vivre lui aussi, dans sa propre région, un peu ce que vivent les gens qui sont sous domination de sphères d'influence. On le voit, les Russes aujourd'hui ont des velléités sur les îles Kuril, au nord du Japon. Les Chinois ont des velléités sur les îles Senkaku, au sud du Japon. Et il y a une ambiance d'hégémonie dans toute cette zone, finalement, qui relie la mer de Chine à la mer du Japon. Donc il le sait. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la première fois qu'un Premier ministre japonais va dans une zone de guerre depuis 1945, ce pays qui est extrêmement pacifiste. Jamais un pays n'aurait encouragé ou serait venu sur un territoire de conflit pour venir prendre parti. Eh bien, il le fait. Il augmente de 60% son budget de la défense, alors que la constitution pacifiste japonaise ne le lui interdisait pas, mais rendait ça très compliqué. Pourquoi? Mais parce qu'il se rend compte, lui qui est un Asiatique, que aujourd'hui les rapports de force sont devenus tellement durs, tellement brutaux, dans le monde de l'après-pandémie, qu'il est obligé de prendre parti. Alors il ne prend pas forcément parti pour les Américains qui soutiennent l'Ukraine, mais il prend parti pour l'Ukraine. Et il y va. Et il apporte son soutien financier, moral, politique. C'est extrêmement important. Et ça vous montre à quel point, par rapport au président chinois, vous avez aujourd'hui deux Asiatiques qui sont les pilotes de deux économies majeures du monde, le Japon et la Chine, et qui ont choisi leur camp. Alors évidemment, la bascule, pour revenir à la question que je posais tout à l'heure à Ludmilla, ce serait que la Chine livre des armes à Poutine. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de renseignements américains qui laissent dire qu'il y a eu des livraisons directes d'armes. On est toujours obligé, dans ce genre de choses, on est obligé de s'en tenir aux faits, de ce qui peut être vérifié, ce qui est connu et ce qui est documenté. Et à ma connaissance, mais évidemment, il peut y avoir des informations dont je ne dispose pas. À ma connaissance, il n'y a pas eu de livraison d'armes, en tous les cas de livraison massive, qui est de la contrebande. Oui, par la Corée du Nord. Qui est de la contrebande par la Corée du Nord, qui est de la contrebande qui passe sous le radar, très probablement. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, un drone d'origine chinoise, un drone DJI, a été abattu par la défense antiaérienne. C'est un bien grand mot, parce qu'il volait à basse altitude et à faible vitesse. C'est un drone issu d'une technologie civile, c'est un drone dual, et il a été abattu par des tirs de Kalachnikov. C'est dire que la difficulté pour l'atteindre était quand même extrêmement modeste. Mais la Chine a immédiatement réagi. Ce qui est très intéressant, ce n'est pas le fait proprement dit, c'est le fait que la Chine ait immédiatement émis un avis officiel, un statement, stipulant qu'elle était extrêmement consternée, n'est pas le bon terme, je me souviens plus du terme. Surprise, étonnée qu'un drone chinois qui est livré se retrouve sur le champ de bataille et était transformé pour transporter, en l'occurrence, je crois que c'était une petite bombe de 20 kilos ou de 15 kilos. C'est intéressant, vous dites factuellement, on n'a aucune trace. Il y a ce drone, mais Pékin a réagi en disant « je suis surpris ». Est-ce qu'il y a une tentation? Si oui, qu'est-ce que ça changerait à la guerre en Ukraine, que Pékin livre des armes? Non, mais il y a des suspicions de la part des Occidentaux sur le fait que de l'armement chinois qui aurait été livré à d'autres pays, par exemple comme à la Turquie ou aux Émirats arabes unis, puisse faire le tour et finir par arriver du côté russe dans le conflit. Et la Chine, qui est en principe dans ce genre de convention, je parle sous votre contrôle, qui consiste à surveiller ces matériaux, même lorsqu'ils ont été déjà exportés, pour pouvoir donner une autorisation, une deuxième autorisation de réexportation, apparemment aurait fermé les yeux. C'est ce que pensent les gens des services de renseignement américains. Et ici, précisément, justement, des drones, mais aussi de la technologie et de... Si c'était avéré, ça changerait quoi?
Pas énormément si ça reste limité. Mais si en revanche, vous avez directement de Pékin vers Moscou de la livraison d'armements offensifs majeurs, ça change tout. Oui, c'est aussi un élément intéressant que la Biélorussie, d'ailleurs, pourrait être bien impliquée comme une sorte de point de relais entre les armements qui soient peut-être livrés en Russie de la part de la Chine, parce que, rappelez-vous, président Loukachenko, il s'est déplacé au Pékin en début mars. Il y avait un certain nombre de documents très importants, stratégiques de coopération qui étaient signés. Il y a des experts sinologues, qui disent que dans ces documents-là, il y a aussi cette possibilité de les utiliser justement pour après fournir les armements à la Biélorussie. Et Biélorussie, vu que c'est un satellite de la Russie, c'est assez facile de voir ces armements un peu se déplacer. Donc on verra si ça évolue sur ce plan-là. Et c'est évidemment, si jamais la Chine fournissait des armes à à la Russie, ce serait extrêmement pénalisant pour l'Ukraine. Il y a une information qui a retenu mon attention, c'est que les Chinois n'ont eu aucune information sur le fait que Poutine était maintenant poursuivi par la Cour pénale internationale. Ça n'a été mentionné dans aucun média chinois. Mais ça, c'est une vieille tradition chinoise dans les médias, de bien les contrôler et de ne faire sortir que les informations qui sont en faveur du pouvoir chinois ou de ses alliés. Donc, en plus, c'est une manière de dire que la CPI n'a aucune importance. C'est l'ancien président russe, Medvedev, qui a dit que c'était du papier toilette, le document qui disait que désormais Vladimir Poutine l'arrêt de la Cour pénale internationale.